Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je vous accompagne avec la cinquième vidéo de lecture et découverte des règles de Malia. Je pense avoir oublié le rappel au début de la dernière vidéo, donc la 4 où on avait vu les tests. Attention, vidéo dans lesquelles je lis vraiment le livre de règles, donc c'est un rythme relativement lent, je fais des réflexions. Si je dis ça, c'est parce que il y a des gens qui, lorsqu'ils vont arriver sur la vidéo, vont dire: ah oui, mais en fait, Friedrich, tu ne nous apprends pas à jouer là, tu les connais pas les règles. C'est exactement ça. Je ne connais pas les règles, donc, j'en fais la lecture, ça me permet de me poser, de cogiter, de réfléchir et de me projeter. Donc c'est bien, c'est un format qui me convient. La dernière fois, donc, nous avons vu les tests de compétences. Sacré morceau que c'est cet enchaînement de paragraphes. Beaucoup de possibilités, ça veut dire que c'est un jeu qui est relativement riche du point de vue des compétences, des tests à réaliser. Là, aujourd'hui, on va voir la phase d'exploration. Je crois que ça va être aussi un gros morceau. De toute façon, plus on a avancé dans le livre de règles, plus nous sommes confrontés à de très gros morceaux. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui a changé depuis hier? Ah non, il n'y a rien qui a changé, si ce n'est que toi, lui là, lui, c'est l'un des peuples, l'un des héros que l'on peut prendre, qui a été débloqué avec le pledge héroïque. Et le problème, j'avais pas du tout fait gaffe au déballage et quand je l'ai manipulé pour la sous-couche, mais il est beaucoup trop penché en avant par rapport à ses petits camarades. Alors tous les autres ont une posture beaucoup plus droite. Lui, c'est une posture dynamique, certes, mais quand on le met sur le plateau avec les tuiles, il va tellement pencher que ce soit les ennemis ou ses potes, et ben, en fait, on ne va pas pouvoir se placer correctement. En plus, il a les bras écartés. Donc, pour remédier à ça, ben, j'ai fait ça pour tester à plusieurs reprises. Ion, ion, ion. Ok, là, c'est franchement bien costaud. On a une bonne épaisseur de matière. Initialement, je m'étais dit pour le redresser eau chaude, eau froide, mais on sent, hein, vous voyez comment il revient très vite. On a une grosse pression là. Donc eau chaude, eau froide, je ne suis pas sûr que ce soit bien fonctionnel. Par contre, entre la cape et le pied, j'irai mettre un pseudo petit caillou. J'ai des faux rochers pour maquette là. Même sans le coller à la limite, hein. Juste le placer là, ce qui fait qu'il sera maintenu beaucoup plus droit et ça, pour moi, ça aura un style un peu plus sympathique. Si je te repose et que l'on fait ça, alors là on est un peu loin, mais ouais, ça me conviendra beaucoup plus. Bah, écoutez, c'était la seule information qui était notable depuis hier. Ça veut dire que nous allons pouvoir passer du côté du bouquin de règles. Et ce que l'on veut, c'est pour la phase d'exploration, page 36. Allons-y en page 36. Si le chat m'y autorise, eh ben non, il va falloir que je m'en occupe. Donc, à tout de suite. Ok, donc page 36, on a bien avancé sur les 70 pages écrites, vraiment des règles. On a la phase d'exploration. C'est parti. Durant votre aventure, votre groupe explorera différents lieux, donjons, grottes, égouts, etc. Le plus souvent, vous jouerez avec vos figurines et rencontrerez périples, ennemis et créatures. Cette phase de jeu comprend deux modes principaux, le mode infiltration et le mode combat, dont les spécificités seront expliquées en détail par la suite.
Les différents lieux que vous allez explorer seront présents dans le livret d'exploration. Ces deux modes partagent certaines règles, mais présentent aussi des spécificités propres. Alors oui, ça c'est bien. Quand on a évoqué les différents livrets, on a jeté un coup d'œil sur le livret d'exploration qui est très très épais. Il est chapitré, numéroté. Et c'est avec ça que nous allons donc faire les phases d'exploration. Alors, une phase d'exploration, on vient de nous le dire, hein, c'est ou bien de l'infiltration ou bien carrément un mode combat. Alors, la présentation. Le livret d'exploration permet la mise en place des lieux. Il s'agira soit de mettre en place des tuiles pour former des plateaux, soit de jouer directement sur le livret. Dans les deux cas, il faudra certainement utiliser vos figurines de héros et celles des ennemis. Alors, on va reprendre le surlignage. Quand vous verrez une icône exploration, rendez-vous au numéro correspondant dans le livret d'exploration. Il se peut que la page soit doublée. Dans ce cas, ouvrez le livret pour voir les deux pages concernées. Exemple, le livret nous indique d'ouvrir au chapitre 54. Alors, on va voir si c'est le vrai chapitre 54, 53, 50. Ah, c'est un faux chapitre 54. Non, c'est bon. C'est bon, on l'a. Donc, mettez en place 54. Voilà où ça nous amène. Construire un plan. Certains lieux sont présentés dans le livret d'exploration par un plan à assembler. Chaque plan indique les différentes tuiles de terrain à prendre ainsi que d'autres éléments à placer dans la zone de jeu. Déjà, placement des tuiles. Dans le coin supérieur gauche, là, est-ce que tu pourrais te mettre comme ça, par exemple, si je t'aide? Ouais, pas mal. Donc ici, à supérieur gauche, vous trouverez les tuiles à utiliser pour construire le lieu. Là, c'est la Z7 et la Z9. Donc toutes les tuiles recto verso sont numérotées, hein, bien sûr. Ensuite, c'est ce qui vient de... Oui, toutes les tuiles sont numérotées. On l'a là. Et son recto verso. Vous pouvez vous aider du visuel global pour retrouver la tuile nécessaire à la mise en place du jeu. Note, dans le coin supérieur gauche, vous trouverez également la position du nord. Cela servira à déplacer les ennemis durant la phase d'infiltration. Ok. Après, placement des jetons. Alors, on va choper les tuiles. Et ensuite, on a les jetons à placer. Une fois les tuiles mises en place, vous pourrez placer les différents jetons indiqués sur le plan. En 1, les jetons d'intérêt. Ils représentent une zone d'intérêt avec laquelle les héros peuvent interagir. La majorité du temps, ils sont rattachés à un numéro de chapitre indiqué sur le plan. Dès qu'un héros se déplace sur un jeton d'intérêt, il doit immédiatement et obligatoirement consulter le numéro éventuel. Si ce numéro est entouré par un losange, il se trouve dans le livret du scénario en cours. Sinon, il se trouve dans le livret d'événements. Attention, là, on a encore deux distinctions de livrets. Scénario ou événement. Et alors, jeton d'intérêt, ce serait avec un point d'interrogation. En 1. Alors, attendez, pas que quoi? Ah, jeton d'intérêt, c'est un point d'interrogation. Tiens, d'ailleurs, est-ce que... Oui, c'est ça. Hmm,
J'ai un doute là. Est-ce qu'on place ce genre de jeton sur la tuile ou pas du tout? Ou c'est juste que quand un héros arrive sur cet emplacement-là, bah, on sait que ça déclenche le chapitre 24, le paragraphe 24. Dès qu'un héros se déplace sur un jeton d'intérêt, ah oui, il parle bien de jeton intérêt, hein, donc forcément c'est qu'on va utiliser un jeton comme ça. D'accord. Ça évite d'avoir à, pour chaque case traversée, tourner la tête pour se reporter à ce qui se passe sur le plan. Note sur le livret d'exploration, les jetons intérêts sont souvent représentés par une icône blanche. Ce sont bien les mêmes jetons. Sont souvent représentés par une icône blanche. Ouais. À voir en l'appliquant. Après, on a des jetons accès. Ah oui, ici. Alors, jetons accès, ça va être cela. Sorti, pas sorti. Comment ils sont distingués? Ces jetons servent de point de référence, notamment en mode infiltration. De plus, ils servent parfois à désigner une sortie du lieu en cours, le plus souvent associé à un jeton intérêt. Note, il est possible d'avoir plusieurs fois le même jeton accès sur un même plan. Alors là, c'est le cas. On voit qu'on a un jeton intérêt. Ah, ok, j'avais pas fait gaffe. Mais de près, on voit bien qu'il y a le point d'interrogation qui est dessiné sous le 24. Parfait. Et comme ils viennent de le dire, le jeton accès est souvent lié à un point d'intérêt. Bah d'ailleurs, là, c'est pareil. Le jeton accès est lié au point d'intérêt 31. Ben voilà, on s'y retrouve. On a aussi les jetons invocation. Ce sont ceux-là de différentes couleurs. Est-ce que ce sont des points de spawn? Ces jetons vont servir de point de déploiement des figurines ennemies. Bingo. Ils pourront avoir d'autres utilisations en infiltration. Note, les plans peuvent évoluer durant les phases de jeu. Vos actions peuvent vous amener à retirer ou ajouter d'autres éléments. Donc on a 4 types de jetons d'invocation. Et puis en haut à droite de ce type de plan, on va avoir des consignes. Selon le lieu, mais la majorité du temps, vous aurez les deux principales, à savoir tous les ennemis sont neutralisés avec cette icône-là, ou alors tous les héros sont à 0 point de vie. Ah bah oui, les conditions de réalisation de l'exploration. Donc là, si tous les ennemis sont neutralisés, on ira lire le paragraphe 9. Et si par contre tous les héros sont à 0 point de vie, on ira lire le paragraphe 153. Attention, si là où les conditions indiquées dans une consigne se réalisent, quel que soit le moment, vous devez immédiatement appliquer l'effet de la consigne. Le plus souvent, elle vous indiquera un numéro de chapitre à consulter. Ça veut dire que on est en cours de jeu, on ne peut pas finir le tour des autres héros, et c'est une application immédiate. Certaines consignes peuvent être spécifiques à un mode de jeu. Alors, on a en A. Ici, ce jeton accès n'est utilisable qu'en mode infiltration. Ok. Auquel cas, ça nous renvoie au 84. Ou alors, ça peut être spécifique à une consigne. Lorsque tous ces ennemis spécifiques sont neutralisés, rendez-vous au chapitre temps. On peut avoir une consigne spécifique en lien avec une règle d'une carte de scénario. Fin de la carte scénario compte tour.
fin de la carte scénario contour. Ah ouais, d'accord, on n'a pas encore vu ça. Ou alors, dernière option, ces jetons accès proposent des sorties. Certaines consignes peuvent être spécifiques à un mode de jeu. Ok. À une consigne, un ennemi particulier ou une règle de scénario, ou se déplacer sur un jeton accès. D'accord. Ces jetons accès proposent des sorties. Ouais, si on sort en rouge, on va en 212, en vert, on va en 150. Certaines cartes scénario peuvent comporter des consignes supplémentaires à prendre en compte le cas échéant. Alors, les cartes scénario, on nous en a parlé dans la phase de voyage avec le plateau de région. On a certaines cartes qui peuvent changer des éléments de terrain. C'est valable pour les régions, par exemple quand on découvre qu'il y a un village sur l'hexagone dans lequel on entre. Et si ça se trouve, ça peut être pareil avec les explorations. Comment ils ont tourné ça? Certaines cartes scénario peuvent comporter des consignes supplémentaires. Ah oui, alors des consignes, c'est surtout par rapport à des obligations de résultats ou des orientations. Toutes ces consignes sur le plan et les éventuelles cartes scénario prévalent sur toutes les autres règles. Alors maintenant, on a des zones. On a des tuiles. Sur les tuiles, on a des zones. Toutes les cases des tuiles ne sont pas accessibles aux joueurs ou ont des conditions spécifiques pour pouvoir s'y déplacer. Les plans comportent une légende stipulant à quoi correspond chacune de ces cases. Les 3 zones à prendre en compte sont ombre, eau, faille. Donc noir, bleu, violet. L'ensemble des effets des zones est expliqué dans les phases de combat et d'infiltration. Ok. Ok. Donc là, sur notre plan 54, comment ça, 1? Ah, c'est un des joueurs du groupe qui commence là, et les autres joueurs du groupe commencent là. Ou alors non, c'est les 2 points d'apparition de part et d'autre. Mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. Ça, ce sont des cases d'ombre. Qu'est-ce qu'on a vu? De l'eau, on n'a pas de liseré bleu clair, donc on n'a pas de flotte sur les 2 tuiles. Et des failles, on n'a pas de liseré violet, donc on n'a pas de faille sur les 2 tuiles. Ok. Ah bah, voilà. Là, on sait que on a uniquement de l'ombre. Alors je fais, ah bah, oui, bah couillon, t'aurais dû regarder ici, hein. Ça sert à ça, hein, un bouquin de règles. Voilà, encore une fois, au moins tout est bien, super bien indiqué. Les plans, en plus des zones, représentent également des obstacles bloquants et gênants. Leur explication sera également faite plus tard. Pour se rendre compte, Z7, Z9, est-ce que je trouve ça facilement? Je vous rappelle que avec et dans la boîte, il y a un bloc de rangement dédié à toutes les tuiles. Tuiles qui sont vraiment de différentes tailles. Il y en a de la carrée, de la longue, de l'étroite, en croix. Et comment elles sont numérotées? Alors, elle, c'est B. Toi, t'es numéroté quoi? B3, B4, d'accord. Donc, ce ne serait pas ces tuiles-là qui nous intéressent. Ah, d'accord. Bon, ça, après, c'est avec l'habitude, hein. Les Z, je pense que ça va être quelque part ici. Z11, ouais, c'est ça. On pourra se les mettre en tête. Z5, Z7, Z9. Venez voir, venez nous voir. C'est bien, on va commencer à se tripoter la tuile. Ah, ça fait plaisir quand on en arrive à ce stade où on peut manipuler
vraiment ce qui va se passer sur le terrain. Alors, comment est-ce qu'on agence tout ça? Comment est-ce qu'on agence tout risque? Eh ben, tac, Z7. Z7 dans le bon sens. Voilà, on arrive comme ça. Alors par contre, on a le raccord qui est là. Ah, tu pousses encore, s'il te plaît. On est pas mal. J'ai l'impression quand même que très régulièrement dans Malia, on va avoir en fait de toutes petites zones, euh, petits terrains de jeu. Sauf quand on sera... Ah non, c'est idiot ce que je vous dis, parce qu'il y a certaines zones qui vont nous renvoyer à d'autres tuiles. On sort en 31, et ben en fait, derrière, on va venir positionner encore d'autres tuiles. J'espère que c'est pas trop lourd parce que en manipulation, ça nous sort ça nous sort un peu du jeu. Contrairement à des jeux, bah, un des derniers que j'ai fait, la Cité Maudite par exemple, on place toutes nos tuiles et on n'a plus de manipulation à faire sur les tuiles. Alors, passer par cet aspect-là avec Malia, ça fait que l'on découvre au fur et à mesure, on n'est pas spoilé, on est toujours potentiellement surpris de ce que l'on va avoir après. Mais par contre, il y a l'aspect je manipule quasiment tout le temps. Bon, ben voilà un chouette terrain. Et là, on n'est pas sur les plus grandes tuiles, hein. Donc c'est cool. Donc les fameuses zones, comment est-ce qu'on les détermine? Ah, mais non, on n'a pas à les déterminer en soi. Ah bah j'ai bien fait de les sortir. On voit clairement... La phrase, c'est on voit clairement qu'il y a de l'ombre. Eh ouais, c'est une ombre claire, mais c'est vraiment bien à l'œil comme ça, on voit bien que c'est assombri, donc on va être dans l'ombre. Ok, t'es pas dans le bon sens, toi. Toi, tu n'es pas dans le bon sens. Voilà, on est comme ça. C'est mieux. Et puis là, on va avoir les terrains, mais bon, on y viendra, mais c'est juste pour dire que terrain difficile, peut-être bloquant avec pointillé jaune. Non, pas terrain difficile, terrain infranchissable. Là, on a des trous. Là, on a un rocher. On a un autre rocher. Bon, c'est clair, hein. Je maintiens quand même que le rendu des tuiles extérieures est moins fin que le rendu sur les tuiles d'intérieur. Ça fait le job, il n'y a pas de souci, mais à l'œil, il y a comme une espèce de grain. Bon, on enchaîne, on enchaîne. On sait que, voilà, comment sont dissociées nos différentes tuiles, nos différentes cases. Alors, faire face à un défi, c'est-à-dire, parfois le livret d'exploration ne vous présentera pas un plan, mais un défi. Ah ok, on sort de ça. Tous les défis sont différents et se jouent directement sur le livret. Un héros peut y être représenté de différentes façons. Ce peut être avec sa figurine, son jeton initiative ou le cube de sa couleur. La plupart du temps, les défis auront des règles spécifiques qui vous seront présentées dans les chapitres ou directement sur le livret. Attention, les défis rencontres ou épreuves ont également des consignes qui peuvent mettre fin à l'événement ou le faire évoluer. C'est là où le livret d'exploration est assez riche dans sa proposition, c'est que on n'a pas seulement que des plans avec des tuiles à placer. On l'avait balayé un peu, hein, bon ben voilà, on se rend compte qu'on a affaire à différentes choses. Il y a plein de cas de figure, ce qui est plutôt pas mal. Alors, défi 1, rencontre. Ah ouais, la vache, alors attention, parce que les défis, il y en a de plusieurs sortes, de deux sortes. Ou bien un défi de rencontre, ou bien un défi d'épreuve. Ok.
Alors, les rencontres. Certains défis représentent des combats particuliers contre des monstres ayant un fonctionnement spécifique. Exemple d'une page de livret d'exploration où les héros vont rencontrer une créature. C'est là combien? Ça a l'air d'être là 111. Moi, j'utilise. Hein. Voilà, c'est bien ça. C'est quand même plus parlant pour s'intéresser aux règles. Ok, ok. Donc là, c'est vraiment une créature spécifique. C'est un combat peut-être de mini-boss. Alors, non, 112, c'est quelque chose d'autre. En 1, généralement, votre défi sera accompagné de règles de jeu vous expliquant la mise en place et les consignes spécifiques de votre défi. Ouais. En 1, ici. Ah oui, c'est que ça peut se présenter sous deux formes. Ça ou ça. En 2, la partie de l'ennemi. Vous trouverez ici les informations de combat de l'ennemi, ses différentes attaques, ses effets particuliers et les possibles évolutions durant le combat. Cette partie est en relation avec les consignes du livret en cours, que ce soit le livret d'aventure ou le livret d'événements donc. Ok, donc là c'est quoi? Affronter le Sarikhan. Ah, de l'énergie, oui c'est ça, des cubes spécifiques. Tel effet, tel effet, tel effet. On peut subir un choc. Lorsque le Sarikhan, obtient une face spéciale, appliquez les effets des faces A et B. Des faces A et B. Lorsque vous éliminez une zone, appliquez les modifications liées à l'attaque et à la défense. Bon. Après, l'avantage, c'est que contrairement aux cartes ennemies qui sont figées, alors attention, elles sont recto-verso hein, quand même, avec des valeurs différentes, probablement ennemi normal, ennemi élite. Donc contrairement à ces cartes-là, d'une page à l'autre dans le livret d'exploration, on peut être confronté à vraiment des ennemis totalement différents, avec des spécificités différentes aussi. Après, en 3, on a les zones attaquables. Ah oui, ici et ici. Ça, ce sont des zones attaquables. Ah ouais, couper la queue, atteindre le cœur ou blesser la tête. Ah, c'est original ça. Alors, zone attaquable. Ces zones sont les endroits où les héros vont positionner leurs figurines. Maximum 2, maximum 2. Et là, autant qu'on veut. On pourrait faire ça. Ah ouais. Ou les autres éléments les représentants. Donc figurines ou les autres éléments les représentants. Les icônes de héros indiquent combien de héros peuvent y être. Donc là, c'est ce que je supposais maximum 2. Et ici, avec infini, autant de héros qu'on le souhaite. On va te fumer, Sarikhan. Astuce, chaque créature aura des zones différentes, avec des consignes différentes. Lisez bien toutes les règles avant de commencer le combat pour savoir qui frappe où et à combien de reprises. Ok. Eh ben oui, c'est original. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, je minimise. Non, non, à ce stade, je trouve même que c'est bien. Bonne idée. Ça, c'était pour un défi de rencontre. Après, on peut avoir un type de défi d'épreuve. D'autres formes de défis, les épreuves, sont possibles et diffèrent des rencontres. Une course-poursuite, un concours de boissons, pénétrer un camp de brigands ou simplement observer un paysage avec attention. Ces défis seront également accompagnés de règles spécifiques. Et là, on a un exemple de page d'épreuve du livret d'exploration.
Là, on a 55 et l'autre à côté, j'ai du mal à voir si ce serait pas 142. Pas du tout. Très bien. Alors, on va s'intéresser au 55. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Oh la vache. Alors, à voir de près, vraiment, quand on a le bouquin en main, le choix des couleurs, les teintes, c'est super. Ça rend très très bien. C'est très immersif. Par contre, ça dégueule de partout d'icônes. Ah, mais c'est un plan de village ou de ville vu de dessus. J'avais pas fait gaffe. Oh la vache. Oh my god. Ah bah, par là, on peut aller au château. Là, il y a les remparts. D'accord. Alors, quoi d'autre? Il ne vous sera pas systématiquement demandé de jouer sur les pages. Faites en sorte que chaque joueur puisse y accéder confortablement. Le sens de la le sens de la page ou l'espace autour du livret peuvent avoir une importance. Mais dans Malia, visiblement dans Malia, tout a de l'importance. Bon, ok. À quoi j'étais en train de penser? Ah oui, c'est que pour jouer, je vais avoir ma zone de jeu là sur ma droite. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir tous les visuels. Alors ça va représenter quelques nombreuses minutes de préparation, mais ça peut être sympa d'avoir le visuel aussi propre à l'écran. C'est pas con. Pas con, Raban. Allez, ok, donc ça c'était pour les épreuves. Rencontres ou épreuves. Notion de départ et d'arrivée. Souvent, un défi impliquera un début et une fin. Suivant la consigne, la finalité peut changer, mais des éléments seront récurrents, comme le départ et l'arrivée. Ces zones devront être prises en compte pour la mise en place et la finalité du défi. Alors là, dans l'exemple, dans ce défi, il y a une zone de départ et une zone d'arrivée prévue. Ok. Si on reprend les tuiles de tout à l'heure, c'était 54. Est-ce qu'on a une zone de départ et d'arrivée? J'ai pas l'impression. Ok. Bon, de toute façon, ce sera expliqué sur la page en question, hein. Règle générale de la phase d'exploration. Euh, les règles générales. Là, pour l'instant, on avait survolé la présentation du livret. Ah oui, les différents jetons. Et par contre, les règles générales de la fameuse phase d'exploration. Donc, quand on dit qu'on entame une phase d'exploration, c'est que l'on va jouer sur le plateau. Placement des figurines héros et ennemis. En général, un chapitre du livret d'exploration s'accompagne d'un tableau de déploiement des figurines héros et ennemis. Oh, ouais. Je dis oui parce que je veux contrarier personne. Alors là, j'en vois pas. Uhum. On est bien dans le livret d'exploration, hein. En général, un chapitre du livret d'exploration. Purée, t'es où, couverture rigide? Ouais, c'est ça, livret d'exploration. Alors pourquoi je n'ai pas de tableau mise en place qui ressemble à quelque chose que l'on a à l'écran? Ah, ça? Voilà, comme ça, là. Non, pas du tout. C'est pas ça. Bon, bah, on va s'en passer alors pour le coup et on va se référer à ce qu'on a à l'écran. Alors, les informations de placement. Ici, là, sur la gauche. En A, c'est le numéro de chapitre du livret d'événements.
D'accord? Ah oui, livret d'événements pour le coup. En B, ces blasons ici permettent de savoir quel type d'ennemis seront présents. Ah, alors, quel type d'ennemi? Ça doit faire référence aux numérotations des cartes. Hmm. Ah oui, mais on ne peut pas mettre à la fois une carte dans ce sens-là et une carte dans ce sens-là. Donc, bon, en tout cas, on sait que ça fait référence au type d'ennemi présent. Et 0,5, on aurait ces ennemis-là. Très joli, hein, toujours au passage. Après, on a les icônes en C, icône de déploiement des héros. Cette icône n'est pas présente systématiquement. Parfois, elle sera donnée dans une consigne ou dans un autre chapitre. Elle indique à quel endroit déployer les figurines de héros. Certains plans présentent plusieurs points de déploiement. L'icône indiquera un chiffre pour vous permettre de savoir quel point vous devez utiliser. Ouais, sur le 55, là, c'est ce que j'avais vu. Ah non, 54, par rapport à ces icônes-là. Déploiement 1, déploiement 2. Ok, alors ça, c'était uniquement sur ces informations de placement, hein. Exemple. Sur ce plan, il y a plusieurs icônes de déploiement possibles. Le livret indique lequel prendre en compte lors de la mise en place. Bien. Après, on a en 2, donc c'est toute cette portion-là, c'est le tableau. Indique combien d'ennemis affrontera votre groupe et où les placer. Plus il y aura de héros dans le groupe, plus il y aura d'ennemis. Alors, colonne, si on est à 2 héros, là, si on est à 2 héros, nombre de héros composant le groupe, oui, ok, 2, 3, 4, 5. Jetons invocation présent dans le lieu. Si on est à 2 héros, on aura 2 jetons invocation. Non, c'est pas ça. Si on joue à 2 joueurs, on aura le jeton d'invocation numéro 1 et le jeton d'invocation numéro 2 bleu. Et on aura le jeton d'invocation numéro 5 vert. Ok. Et en C, les ennemis à placer. Non, non, je vous ai dit de la merdasse là. On rembobine. Ennemi à placer. Chaque numéro correspond au blason d'un ennemi en prenant en compte la taille de votre groupe et donc la colonne correspondante. Placez les figurines indiquées. Donc là, juste la colonne jeton d'invocation présent dans le lieu, bah c'est juste qu'on a un jaune, un bleu, un vert et un rouge. Point. Et les chiffres ici, en fonction du nombre de héros dans le groupe, va nous indiquer les ennemis à placer. Bien, 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 d'accord. Exemple, s'il vous plaît. Le groupe est composé de 3 héros. On commence par lire la première colonne, celle à 2 héros. Ah oui, d'accord. Et on place les ennemis notés. Un ennemi 0,1 et 0,2 sur le jeton invocation bleu. Et un ennemi 0,5 sur le jeton invocation vert. Puis, on passe à la colonne suivante. Le groupe place un ennemi 0,2 supplémentaire sur le jeton invocation vert. Il n'est pas nécessaire de lire les autres colonnes. Ok, on va du plus petit nombre de héros jusqu'à atteindre notre nombre de héros actuel. Placer les figurines ennemies. Les figurines ne peuvent jamais être plusieurs sur une même case. Si vous devez mettre en place plusieurs ennemis sur le même jeton d'invocation, placez le premier dessus, puis les suivants sur des cases adjacentes valides de votre choix. Puis sur les cases les plus proches, si les adjacentes sont également indisponibles. Ok. Manipulation.
Manipulation. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ben, je voulais reprendre mon plan pour mettre invocation vert là. Invocation rouge, enfin c'est rouge rosé, hein, ici dans l'ombre. Un jeton invocation là dans l'ombre. Et il nous reste un jeton d'invocation jaune ici. Et donc les ennemis, alors Pépère 01 c'est double lame. Vous êtes où les gars? Vous êtes là. J'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois. Si on suit la colonne numéro 2, attends voir. Si nous suivons la colonne numéro 2, donc, sur l'invocation bleue, on place un ennemi et le second ira sur l'adjacent, ici. OK? Et sur le jeton vert, et sur le jeton vert, ah oui, là on change de type d'ennemi par contre. On va aller chercher un type avec une hallebarde. Donc on va démarrer comme ça. Bon, il y a un petit poil de manipulation, mais sur les dungeon crawlers, c'est normal, hein. Ok. Donc ça, c'est pour le placement des figurines ennemies. Alors après, on nous dit que la deuxième colonne du tableau indique de placer un ennemi 0,2 sur le jeton d'invocation vert. La place étant déjà occupée, vous pouvez le placer sur une case adjacente de votre choix. Et après, nous, héros, on arrive. Les figurines de vos héros sont placées après la mise en place des ennemis, sauf indication contraire. Depuis le point de déploiement indiqué dans la consigne ou le tableau, placez vos héros dans l'ordre de votre choix, en posant le premier sur le point, puis les autres sur les cases adjacentes. Valide. Ok. Attention, deux cases séparées par une ligne rouge, un obstacle bloquant, ne sont pas adjacentes. Ce n'est donc pas une option possible pour continuer à placer les héros par rapport au point de déploiement. Ok. Exemple. Le tableau de déploiement indique que le groupe doit se placer sur le point de déploiement 1. Le déploiement se fait alors sur ce point. Il ne faut pas prendre en compte le point 2 dans ce cas. Le groupe est composé de 3 héros et l'un d'entre eux doit se trouver sur le point de déploiement. Le groupe choisit comment se placer. Ok, oui, ça va. Déplacement des figurines. Ah, bah ça y est, on y vient. Les héros et les ennemis se déplacent de case adjacente en case adjacente. Un déplacement peut s'effectuer horizontalement, verticalement et en diagonale. Une case est adjacente à une autre si elle partage au moins un coin de case et si elle ne traverse pas d'obstacle bloquant, ligne rouge, mur. Les autres types d'obstacles gênants n'empêchent pas l'adjacence. Voilà, donc c'est ce que je supputais tout à l'heure. Ça, c'est bloquant. Là, c'est pas adjacent. Alors, c'est quoi un coin? Au moins un coin. On ne parle pas de bord, mais un coin. Ok. Donc là, en rouge, obstacle bloquant. En jaune, c'est gênant. Et en mur, quand il y en aura, c'est plutôt un gros trait gris. Règle générale de déplacement. Une case ne peut être occupée que par une seule figurine. Il est donc impossible, en terminant un déplacement, sur une case déjà occupée par une figurine. Oui, il n'est pas possible de terminer, mais ça, c'est logique. Un personnage ne peut pas traverser une case occupée par une figurine adverse. Bon,
Mais au moins, on peut traverser les alliés. Pas de souci. Héros déplacement gratuit. Ah bah c'est bien gentil ça. Le petit bonus qui fait plaisir. Chaque héros possède un déplacement gratuit par tour. Sa valeur indique le nombre de cases qu'il pourra parcourir à son tour. Ce déplacement peut être fait à tout moment pendant le tour du héros. Il ne coûte pas de points d'action. Si le héros termine son déplacement gratuit sans avoir parcouru le nombre maximum de cases, les déplacements non utilisés sont perdus. Oui, faut pas abuser. Si je reprends notre petit Gassulk là, parce que c'est là, déplacement. Alors, le Yoctal possède actuellement un déplacement gratuit de 5 cases. Ah la vache! Ah ouais, mais c'est vrai que les valeurs sont différentes hein, d'un plateau héros à l'autre. Fais voir Yoctal. Ah oui, puisque apparenté humain, il est plus haut que la race Sul qui est plus petite. 4, 5, 6, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien ça. Euh, le Yoctal possède actuellement un déplacement gratuit de 5 cases. Ah oui, c'est bien la valeur des cases. Hein. Bah, c'est assez énorme ça, 5 cases. 2, 4, 5. Ouais, on a de quoi quasiment traverser une tuile. Pas mal. Si le héros termine son déplacement gratuit sans avoir par... Non, ça j'ai lu. Exemple. Dans le cas 1, là à droite, le Yoctal utilise ses 5 déplacements d'un coup. Dans le cas 2, s'il est là, ouais, c'est ça, il décide d'en utiliser seulement un. Il a donc perdu les 4 qui lui restaient pour ce tour. Si le héros commence son déplacement gratuit et qu'il effectue une action demandant d'utiliser au moins un point d'action, test, attaque, changement d'arme, il perd le reste de son déplacement gratuit. Oui, si. Je commence à me déplacer gratuitement sur 4 cases. Je dépense un point d'action parce que, j'en sais rien, moi je consomme une potion. Et ben voilà, ça coupe court à mon déplacement gratos. Bien. Le déplacement gratuit. Ah non, on va d'abord lire la note. Le déplacement gratuit n'est pas obligatoirement fait en premier lors du tour du héros. Suivant ses besoins, il peut se déplacer en dépensant des points d'action, faire des actions, puis son déplacement gratuit. Ça, c'est bien. Le déplacement gratuit est automatiquement perdu si le héros est adjacent à un ennemi, ou bien si le héros se met en attente, ou bien si le héros met fin à son tour. Ah, alors là, c'est un peu plus, un peu plus chiant parce que ça veut dire qu'autour des ennemis, ils vont avoir une zone de... Comment? Une zone de contrôle, quoi. Là, je peux faire 1, 2, 3. Ça met fin à mon déplacement. Bim, repéré. Alors sinon, on peut se mettre en attente. Je fais 2 déplacements, je me mets en attente. Toi, tu bouges un cil, je te bute. Ok? Ou alors, déplacement gratuit, fin de tour, hop, je perds le reste. Ok. Voilà, déplacement supplémentaire. Déplacement gratuit et déplacement supplémentaire. En plus de son déplacement gratuit, un héros peut dépenser des points d'action afin d'obtenir des cases de déplacement supplémentaires. Il peut dépenser X points pour X cases. Le déplacement supplémentaire peut être fait à tout moment pendant le tour du héros, y compris lorsqu'il reprend son tour après s'être mis en attente. D'accord. Le coût de ce déplacement est indiqué sur le plateau du héros.
Ah. Le Yoctal. Alors non, c'est peut-être pas ça. Ça n'est peut-être pas ça, on va voir. Il peut être utilisé autant de fois que désiré tant que le coût en points d'action peut être dépensé. Alors, si pourtant c'est ce schéma... Ah non, c'est là. C'est ce dessin-là. Ici et ici, bah, c'est pareil pour tout le monde, hein, a priori. Alors, pour chaque point d'action dépensé, le Yoctal pourra se déplacer d'une case. Un point d'action, déplacement d'une case. Déplacement gratuit, on a vu que c'était là. Et le coût de point d'action, c'est ici. Chaque héros est différent. Et la façon d'obtenir des déplacements supplémentaires peut avoir un coût différent. Référez-vous aux indications du plateau. Oui, du plateau joueur. Exemple. Le Yoctal souhaite se déplacer de 8 cases. Il possède 5 en déplacement gratuit. Ouais. Si son cube est là. Il dépense 3 points d'action pour arriver à 8 et faire son déplacement. Ouais, on cumule, on enchaîne. Ok. Le déplacement supplémentaire étant temporaire, ne déplacez pas le cube dans votre ligne de déplacement. Le déplacement supplémentaire étant temporaire. Pourquoi le déplacement supplémentaire est temporaire? Puisqu'on dépense des points d'action. Ah tiens, je suis pas raccord là avec le attention, faudra que j'y revienne, tout bêtement. Ok. Alors ça c'était pour nous en tant que héros, hein, déplacement. Hop, hop, va pas si loin. Les ennemis possèdent une valeur de déplacement gratuit indiquée sur leur carte. Quoi? Ça c'est gratuit? Le déplacement des ennemis n'est valable qu'en mode combat. En infiltration, il sera géré par les cartes actions. Les fameuses cartes actions qui sont comme ça. Ok, ben on va les garder pas très loin alors. Donc en mode combat, on utilise la valeur de déplacement ici. Ok. Fonctionnement des tuiles. D'accord. Alors là maintenant, on passe aux tuiles. Jusqu'à présent, on évoquait quoi? Le déploiement et les déplacements. C'est marrant parce que pour moi, ça vient dans les actions possibles. Alors je pense qu'ils vont plus loin, on va encore y faire référence, mais on est dans le chapitre, on a dit la phase d'exploration. Ouais, tout ce qui concerne les façons de faire en exploration. Ok. Déploiement des héros, on en était où? Ici. Alors, le fonctionnement des tuiles. Donc vous, plus besoin. Les obstacles. Deux types d'obstacles sont visibles sur les tuiles, les bloquants et les gênants. Ils vont affecter les lignes de vue et les déplacements des personnages. Pour ce qui est bloquant, ces obstacles sont indiqués par des lignes rouges continues. Ils empêchent le déplacement, les lignes de vue et le tir. Donc, au travers de ça, on ne fait rien. Point barre. Un personnage ne peut pas accéder à une case s'il devait traverser un de ces obstacles. Les murs et les portes sont également des obstacles bloquants. Là, le petit exemple, hein, le héros ne peut pas se déplacer en traversant un obstacle bloquant. Ok. Autre exemple, un mur au milieu de la tuile, un mur du bord de tuile et une porte fermée.
Et puis nous avons les obstacles gênants, représentés par une ligne pointillée jaune. Ils gênent le déplacement et les lignes de vue, mais ne sont pas infranchissables. Un personnage devra dépenser un point de déplacement supplémentaire par rapport au déplacement habituel pour franchir l'obstacle. En mode infiltration, une ligne de vue est annulée si cette dernière touche ou traverse un obstacle gênant, mais uniquement en infiltration. En mode combat, une ligne de vue est gênée si cette dernière touche ou traverse un obstacle gênant. Ok, donc les pointillés jaunes ont deux fonctions, nous gêner ou en infiltration parce que ça bloque la ligne de vue, ou en combat parce que ça gêne la ligne de vue. Bien. Alors là, je m'aperçois que en regardant le plan, enfin pas le plan, mais les tuiles de combat là, vues de dessus, le socle transparent fait qu'on repère bien le jeton sur lequel on se trouve. Ok. Exemple. Le Yoctal souhaite faire le chemin ci-contre. Alors, il part de 1. Il utilise 2 déplacements pour traverser une première fois l'obstacle gênant. Là, ça lui coûte 2 points. Ok. Après, en 2, il utilise un déplacement pour passer à la case suivante sans gêne particulière. Ok. Puisqu'il traverse une seconde fois un obstacle gênant, il utilise 2 déplacements. Ici. Même si son chemin ne fait que 3 cases, il a utilisé 5 déplacements. Très bien. Obstacles et déplacements en diagonale. Ah ben oui, et oh! Les déplacements par un coin de case comportant un obstacle gênant bloquant sont possibles. Il n'y a pas de surcoût de déplacement. Les diagonales sont possibles avec les obstacles bloquants. Donc de là, je peux passer là. Tac, tac, ouais. Et il n'y a pas de coût supplémentaire pour un coin de case d'obstacle gênant. Ah d'accord, bah c'est un peu bizarre quand même. Ah bah là pour le coup, je trouve que c'est pop pop pop. Mais si, là ça m'obligerait à dépenser le point supplémentaire. Alors c'est... Ah oui, pardon, c'est quand on est comme ça que je vais de là à de là. Là, le coin ne gêne pas. Bah, c'est normal, on ne traverse pas la ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un coût supplémentaire quand on traverse vraiment la ligne, pas quand on l'allonge. Par contre, ces coins sont pris en compte par les lignes de vue. Ah oui, alors ça, faudra y faire gaffe. Ok. Ah, ça, c'était pour les obstacles. Après, on a des zones. Ah ben oui. Les zones d'eau, d'ombre, les failles ont des règles particulières de déplacement et de ligne de vue. Elles sont représentées sur le livret d'exploration. Toutes les figurines y sont sujettes. Alors, pour les cases d'eau, symbolisées par des carrés bleus, elles n'ont aucun effet sur les lignes de vue. Normal. Par contre, entrer dans une case d'eau coûte un point de déplacement supplémentaire. Sortir d'une case d'eau n'a pas de surcoût, ce qui est logique. Par exemple, l'ennemi souhaite traverser cette zone d'eau. Il utilise 2 points de déplacement pour entrer dans une première case d'eau. Il utilise 2 déplacements pour entrer dans la seconde case d'eau. Puis, il utilise un seul déplacement normal pour entrer dans la troisième case. Et il arrive là, il quitte simplement la case d'eau et arrive en terrain normal. Même si son chemin ne fait que 3 cases, il utilise aussi 5 déplacements comme le Yoctal avec le terrain gênant. Ça va. Suffit juste de regarder où on fout les pieds. Je sais bien qu'une fois lancé en pleine bataille, pleine infiltration, on peut zapper ce genre d'éléments, mais
À plusieurs, il y a peu de chances qu'on zappe l'info, hein. Et alors, les zones de faille. Les zones de faille représentent des crevasses, des bordures. Ah oui, des failles dans ce sens-là. Pour moi, c'était une faille dans la réalité, c'est-à-dire que c'est un portail qui va s'ouvrir au travers de la faille. Mais non, 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 pas du tout. Des crevasses, des bordures, des puits ou le vide inaccessible. Les cases de faille sont symbolisées par carré violet. Elles n'ont aucun effet sur les lignes de vue. Il est possible de sauter par-dessus. Ah ok. Mais aucune figurine ne peut finir volontairement son déplacement dans un trou. Logique. Il faut donc s'assurer de pouvoir atterrir sur une case valide. Sinon, déplacement impossible. Entrer dans une case de faille coûte un point de déplacement supplémentaire. Alors là, c'est très bien parce que c'est la même règle pour l'eau, le terrain gênant et les failles. Plus un point, terminé. Un ennemi ou un jeton cadavre poussé dans une case de faille est éliminé et retiré du plateau. Ouh la vache! Un héros, quant à lui, perd tous ses points de vie et son jeton initiative est placé sur la case valide la plus proche. Ah merde! Bande de chiens. On voit des icônes de pouces. Vous pouvez faire des poussettes, les gars? Non. Ah, il y a peut-être des sorts hein, que vont utiliser les ennemis pour nous pousser. Il faudra faire attention. Bon, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, mais on a un réel aspect tactique, là. Donc, le Yoctal souhaite s'éloigner du danger. Il doit sauter par-dessus une faille. Il utilise d'abord un déplacement. Donc, il se rapproche de la faille. Puis, il utilise deux déplacements pour avancer d'une case et sauter la case de faille. Enfin, il utilise un déplacement pour finir son parcours sur la troisième case. Même si son chemin ne fait que 3 cases, il utilise 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Ah oui, d'accord, on symbolise le fait de passer sur la case de faille elle-même. Mais est-ce qu'on est limité en longueur de saut par contre? Ah ben voilà, le saut doit être réalisé en ligne droite. Il est interdit de changer de direction pendant son saut. La case d'arrivée doit être directement opposée. Une ligne droite reste... Non. Une ligne droite reste droite et une diagonale va de coin en coin de case. Ah ouais, imaginons que ça, ce soit une faille, je peux sauter aussi en diagonale. 1, 2, 3, j'arrive là. D'accord. Mais bon, a priori, on ne peut sauter que de là à là. Ah, quoique, Agadé en dessous, saut valide à la vache, saut impossible. Alors attendez, waouh, 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 waouh. Saut valide, c'est-à-dire que, oui, on est là. Je vais agrandir pour avoir une bonne visibilité. Tiens, on va passer en vert. Donc, dans ce cas de figure, on est... C'est pas vert, là. C'est bizarre. Ah ouais, tiens, c'est marrant, ça. Je veux du rouge? Là, tu veux bien. Ok, je veux du vert. J'arrive, hein. Là, tu veux bien. Bon, bah ok. Donc, dans ce cas de figure, ça nous coûte 3. 1, 2 et 3. Ok. Si on est là, ça nous coûte 7. 2, 4, 6 et un 7. Ok. Là, en diagonale, ça coûte 1, 2, 3. Ouais. Et le dernier schéma, 4. Pourquoi 4? Ah oui, parce qu'on a de l'eau là.
C'est par rapport au déplacement. Ah, pardon. En diagonale, ça coûte 4. 1, 2, faille. 3, 4, flotte. Ok. Et en déplacement impossible. Bah oui, mon gars, qu'est-ce que tu veux nous faire là? Il va pas changer de direction pour essayer d'arriver par là. C'est non, 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 refusé. De même que il ne peut pas sauter de là vers le sud parce qu'il y a déjà une figurine sur la case. Et donc ça l'obligerait à sauter en pseudo-diagonale pour arriver de l'autre côté, interdit. Ok. Cas particulier, le déplacement léger. Un personnage possédant cette icône n'est pas affecté par les obstacles gênants, ni par les cases d'eau ou par les failles. Il n'aura pas de coût supplémentaire de déplacement. Ah ouais? J'aimerais bien voir ça, tiens. Il ne peut pas finir son déplacement sur une case de faille, logique. Ouais, on dirait que c'est une option de vol. Il s'arrête avant ou la traverse complètement. Alors qui a ça? Ah, bah l'ancienne probablement. Ah non, elle n'a pas d'aile, elle. Attendez, on reprend un... ce serait où? Peut-être là? Non, non. Qui a ça? Peut-être parmi les membres du pledge héroïque. Ah oui, tiens, j'ai pas défait les... Non, bah elle... Oh, qu'est-ce qu'elle est chouette, elle. Elle non plus. L'éprouver non plus. Ben, personne a ça en fait, la Anne-Kiss. Ou alors c'est dans les ennemis. Parce que quand il nomme personnage, c'est aussi bien un héros qu'un ennemi. Bon, après, on peut très bien avoir de l'équipement qui va nous donner ce genre de bonus. Vous savez, les bottes ailées, on aime les avoir. Les cas des zones d'ombre. Ces zones... Oups là, pourquoi tu te barres là? Ces zones symbolisées par des carrés noirs ne sont prises en compte qu'en mode infiltration. Il n'y a pas de coût supplémentaire de déplacement pour les traverser. Ouais, c'est juste qu'on est dans l'ombre. Un héros ou un jeton cadavre dans une zone d'ombre ne rentre pas dans le champ de vision ennemi que si celui-ci est adjacent. Elle ne bloque pas les lignes de vue. Les jetons cadavres. C'était quoi? Je sais pas. Ah ouais, peut-être. Je crois que c'était ça. Bruit, cadavre. Hop, si on balance un cadavre dans l'ombre, tant qu'il n'est pas adjacent, l'ennemi ne le verra pas. Bien fait pour lui, et tant mieux pour nous. Ok. Et les zones d'ombre ne bloquent pas les lignes de vue. Ouais. Alors c'est étrange, ça donne peut-être un malus, mais elle ne bloque pas les lignes de vue. Parce que essayer de toucher quelqu'un à distance qui est vraiment dans l'ombre, normalement c'est un petit peu plus complexe. On verra au combat. Alors, les cas particuliers, les figurines à 4 cases de socle. Ah ouais, on a des gros balaises, mais ça ne concerne que les boss. 4 cases de socle. Qu'importe leur déplacement. Non, avant. Si un personnage a une figurine dont le socle fait plusieurs cases, appliquez les règles suivantes en plus des règles générales. Donc, qu'importe leur déplacement, ces figurines doivent partir de 4 cases valides et arriver sur 4 cases valides. Pas d'obstacle, pas d'autres figurines, etc.
Pour compter le déplacement, prenez l'une des cases du socle en référence de déplacement et effectuez un déplacement comme si la figurine n'avait qu'une case de socle. Cette case devient celle de référence à la fin du déplacement. La figurine ne tourne pas sur l'axe de cette case. Ouais, bon, là, ça, c'est pas une règle avec laquelle je vais m'emmerder, hein. Grande case, grand socle, 1, 2, 3. Ouais, bon, 4, si c'est trop gênant, il s'arrête là, point barre. Ça, pour moi, c'est une règle qui... C'est pas qu'elle n'est pas importante, mais elle ne m'inquiète pas. Parce qu'à chaque fois, il peut y avoir débat ou perte de temps pour ouais, mais est-ce qu'on la tourne ou alors on la met dans ce sens-là. Pop, 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 pop. Alors, les fameux personnages à grand socle, ces personnages sont tous dotés d'un déplacement léger. Ah, et ben voilà. Et ne sont donc pas soumis au malus de déplacement de zone ou d'obstacles gênants. Alors, pour le coup, où est-ce qu'on a un boss là-dedans? Ah ben voilà. Ici, lui, on sait que le dragon a un grand socle. Il n'est pas gêné par les terrains gênants, justement. On en a beaucoup comme ça? Non, non, oui, un deuxième là, bah logique, c'est un boss. On en a 3. On en a 4. Ah, saloperie. Eux, ce ne sont pas des boss, mais ils sont très agiles. Ah, il y a même un symbole supplémentaire. Et allez, encore une icône. Alors par contre, le fait qu'ils aient des grands socles par rapport aux failles, ces personnages peuvent arrêter leur déplacement sur une ou plusieurs cases de failles tant qu'au moins une case de leur socle se trouve sur une case valide. Ouais. Une seule, j'essaie de rechercher une tuile où on verrait qu'il y a des failles. Non, 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 pas là, pas là. Ah bah mince. J'en trouve pas comme ça un petit peu rapidement. Je trouve que prendre en considération seulement une case, euh, si ça c'était du vide là, tout ça, avec un grand socle, tenir simplement là, non, on serait comment? Je vais chercher un grand socle. Viens là, toi. Viens là, toi, saloperie. Euh, que je regarde ce que ça fait. Bon, quand on est là, une seule case de faille, pas de souci. On est sur la terre ferme. Par contre, si on est là, à moitié comme ça, et qu'il veut taper le Yoctal, moitié, je trouve que c'est limite, hein. Et alors, le pire du pire, il dirait que il aurait 3. Comment on peut avoir 3? Ah bah comme ça. Voilà, exactement. Là, imaginons que ce sont 3 cases de faille, et bah parce qu'il a un grand socle, dans ce cas de figure, on considère qu'il est sur la terre ferme. Ah non, là je suis pas d'accord. Non, 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 là déjà 2-2 c'est limite, mais alors 3, refusez mes petits gars. Donc ces personnages peuvent arrêter leur déplacement sur une ou plusieurs cases de faille tant qu'au moins une case de leur socle se trouve valide. Exemple, ces 2 déplacements sont valides pour cet ennemi. Dans le cas numéro 1, une des cases de son socle est sur une case de zone d'eau. Ah oui, alors quand c'est de l'eau, d'accord. Dans le cas numéro 2, seule une des cases de son socle est sur une case de faille, et ben là, refusé. Ah oui, si, si, il y a une seule case de faille. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh ben, la voilà ma première variante.
les grands socles ne pourront pas être sur 3 cases de faille et une seule case de terre ou d'eau. Ah oui, alors après la ligne de vue. Donc là, on rentre déjà dans les... Parce que pour moi, il y a plusieurs points de règle complètement différents. Donc ça, ce ne sont que des points de règle qu'il faut retenir. C'est pour se déplacer, c'est pour comment faire quoi? Ah oui, bah placer les figurines, l'exploration, tout ça, tout ça. Ok, et alors, justement, quand on est... j'étais où là? Ligne de vue. Ok. Alors justement, sur le terrain, qui voit qui, quoi, comment? Toi, t'étais où? Tu devais être quelque part par là. On va laisser un cadavre dans l'ombre. On a notre petit Yoctal qui est là. Notre ennemi qui va retourner sur sa zone de déploiement. Une ligne de vue est le moyen de définir si deux personnages peuvent se voir. Une ligne de vue valide permet notamment d'attaquer à distance ou lancer un sort. Certaines règles de ligne de vue s'appliquent différemment selon le mode de jeu joué. Ah oui, on a vu ça entre infiltration et combat. Alors, déterminer sa ligne de vue. Si les personnages sont sur la même ligne ou sur la même colonne. Donc, ligne, colonne. La ligne de vue se mesure du centre de case à centre de case. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si les personnages sont sur des lignes et colonnes différentes, la ligne de vue se mesure entre deux coins de case les plus proches. Oh putain, je suis où là? Wow, wow, wow. On était là. Donc, la ligne de vue se mesure entre les deux coins de cases les plus proches. 1, 2. De centre à centre. Donc là, on a 3 cases de ligne de vue, alors que là, on n'aurait qu'une case de ligne de vue. Ça me fait bizarre. Une ligne de vue est demandée seulement si l'attaquant et sa cible sont à plus d'une case d'écart. S'ils sont sur des cases adjacentes, pas besoin de ligne de vue. Ok. Héros et ennemis adjacents, pas besoin d'une ligne de vue. Héros et ennemis à une case de distance, besoin d'une ligne de vue. Ok, bon, je crois qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça, ça me paraît logique, hein. Par contre, quand on va venir mettre des obstacles, pour savoir si une ligne de vue entre en contact avec un obstacle, il suffit d'observer si elle touche ou traverse la case. Si la ligne de vue est en contact avec la case, c'est-à-dire qu'elle la longe ou qu'elle la frôle sur son bord, elle la touche. Si la ligne de vue passe au milieu de la case, elle la traverse. Exemple. Ici, les lignes de vue 1 et 3 touchent la case grise. Alors, ligne de vue 1 et ligne de vue 3. Ah ouais, la vache. Bon, là, ça longe effectivement en 1. Et en 3, le fait qu'on démarre avec un coin de gênant, on considère que ça la touche. Et en 2, alors 2, 4 et 5. Oui, alors en 2, ça traverse. Ouais, carrément. En 4, ça traverse. Et en 5, ça traverse. Pas de souci. Ouais, ça va. Alors après, on a les obstacles bloquants. Une ligne de vue qui touche ou traverse un obstacle bloquant, donc rouge, mur ou porte, est non valide.
Exemple, le héros A, donc le Yoctal, ici, est dans la ligne de vue de l'ennemi B parce que ça traverse rien, mais n'est pas dans la ligne de vue de l'ennemi E. Tout ça à cause de, on va aller dire à cause, ah ouais, ici de l'angle rouge, en rouge. Ouais, ça, pour moi, c'est chiant en fait parce que la ligne de vue reste dégagée. Il est sur sa case, oui, mais il a juste éventuellement à se pencher légèrement pour avoir un accès sur ces cases-là, même. Tac, 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 sur tout ça. À peu de choses près, hein. Hmm. Ah ouais, bof, bof. Alors après, le héros qui est en B, on va prendre alors le héros qui est en B. Et dans la ligne de vue de l'ennemi D, donc E2 là, sont dans leur ligne de vue respective, mais pas de l'ennemi E. Oui, là je suis d'accord, parce que ça traverse d'ici à ici, sud-nord, nord-sud, ça traverse le rouge. Donc là, pas de ligne de vue. Et enfin, l'héroïne qui est en C, donc c'est l'ancienne, je crois, n'est pas dans la ligne de vue des ennemis D et E. Alors D, c'est normal parce que ça va carrément traverser les lignes rouges là. Et par contre, elle est censée ne pas être dans la ligne de vue de E à cause de l'angle rouge. Bah, c'est le même cas de figure qu'avec le Yoctal à gauche, hein. Moi, je trouve pas ça vraiment logique. Donc, il ne se peut que je n'applique pas cette histoire de blocage comme ça, avec les coins. Ouais, moins. Alors ça, c'était obstacle bloquant. Maintenant, on a obstacle gênant. La ligne de vue est considérée comme non valide, comme s'il s'agissait d'un obstacle bloquant, mais parce que c'est quand on est en infiltration. Et ils nous le disent, hein, une ligne de vue qui touche un obstacle gênant pointillé jaune est considérée différemment selon le mode de jeu. Si c'est en mode infiltration, la ligne de vue n'est pas valide comme si c'était bloquant. Alors avec les mêmes cas de figure, hein, les coins où on traverse. Et en mode combat par contre, la ligne de vue est considérée comme valide. Cela permet d'attaquer avec une arme à distance. Cependant, l'attaquant devra subir un malus apportant un dé unique, apportant un unique dé d'esquive à la main de la cible. Ah bon? Un dé d'esquive. Les dés d'esquive, visiblement, ce sont ces dés noirs, ouais. Apportant un unique dé d'esquive à out of corps. Ah oui, c'est le tireur qui subit le malus et c'est la. Donc le malus ne s'applique pas sur le jet d'attaque du tireur, mais donne un bonus à la cible. Ok. Et alors, s'il y a plusieurs malus qui s'accumulent, un seul dé d'esquive est ajouté à la main de la cible. Ouais, c'était le main de la cible que je captais pas, mais en fait, c'est le nombre de dés que va lancer la cible. Ce détail sera expliqué dans la partie combat. Bon, mis à part mon désaccord sur les lignes de vue, le reste, c'est bien foutu, hein. Attention quand on se déplace. Attention au nombre de points de déplacement que l'on va utiliser. Est-ce qu'on fait du déplacement gratuit? Est-ce que l'on consomme des gemmes? Ok. Ensuite,
Alors ensuite, on a un exemple pour les lignes de vue en mode combat. Donc, ah oui, c'est pour nous indiquer le type de bonus, enfin le débonus d'esquive qui va être donné à la cible en fonction de la ligne de vue qui est opérée. Bien, oh purée, on a un tableau de ces morts à côté là. Ah ouais. Ah bah alors ça, ce serait le genre de tableau comme on l'a vu hier avec, où je râlais parce que nous n'avions pas de... C'était, ouais, c'est ça, c'était hier sur le résumé étape par étape sur les tests de compétences. Parce que dans Malia, on n'a pas de carte d'aide. Et bien là, c'est pareil, le tableau, donc qui est page 43, et ben ça vaut le coup de le faire photocopier pour l'avoir vraiment constamment sur les premières parties, l'avoir sous les yeux. Donc, on finit avec le paragraphe C, ligne de vue et personnages. La ligne de vue n'est ni bloquée ni gênée par les personnages alliés. Ah oui, d'accord. Ainsi, la ligne de vue est valide si elle traverse un allié. Cependant, si la case d'un adversaire est traversée et non simplement touchée par une ligne de vue, la case est considérée comme un obstacle gênant. Si on traverse un ennemi pour tirer au-delà, la cible va bénéficier d'un bonus. D'accord. Alors, quoi que ce que tu dis, l'allié B n'est pas un obstacle pour l'ennemi A. Alors, ils sont là, les gâteaux. L'allié B, ah, tu m'énerves, n'est pas un obstacle. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi il revient sur du jaune? Bon, ça c'est bizarre, hein. Tac, tac. Donc l'allié B n'est pas un obstacle pour son pote. Donc, on peut se faire tirer dessus si on est en C. Il peut tirer au travers de son pote en ligne droite. Ok. Le héros D, là, est un obstacle gênant pour l'ennemi A. Ah oui, est un obstacle gênant pour l'ennemi A s'il souhaite tirer au travers pour toucher son adversaire en E. Oui, 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 oui. Puisqu'il veut toucher E, ça passe par un ennemi, donc c'est gênant, auquel cas E bénéficiera d'un dé d'esquive. Dans l'autre sens, B gêne C, ouais, de la droite vers la gauche, B gêne C, ouais, ok. Ne gêne pas E pour toucher A. La lecture de ces schémas avec les multiples entrées, là, faut se poser pour bien repérer qui est où. Wouchou. Mais bon, ok, on a le principe, ça reste logique. Les personnages amis ne se gênent pas entre eux. Point. Il suffit de le savoir. Alors juste pour le fun, l'allié F n'est pas un obstacle pour l'ennemi A. S'il tire sur le héros G. Ah ouais. Parce que là, on a un tir en... Oh, putain. On a un tir en diagonale. Tac. Voilà. Comme A veut tirer sur G, hop, et ben F n'est pas un obstacle. S'il tire sur le héros G, car la ligne de vue touche mais ne traverse pas la case du héros. Oui, voilà, on va dire, hein, si ça traverse un personnage, si c'est un allié, ça gêne pas, si ça traverse un ennemi, c'est gênant.
Ok. Et puis alors, tableau récapitulatif des déplacements et lignes de vue en mode exploration. Ah tiens, il n'y a pas de S à déplacement là. Bah pourquoi? Bah parce que c'est une faute que j'aurais pu faire en plus. Alors je me permets de la signaler. Bah, ceci dit, s'il nous colle des errata parce qu'il y a ce genre de coquilles, ça me va, hein. Alors, tableau récapitulatif des déplacements et lignes de vue en mode exploration. Ah oui, puis alors c'est vraiment en mode exploration, hein. Donc, la ligne du haut, c'est pour des obstacles bloquants, gênants, failles, eau, ombre. Pour les déplacements ou traversées, ça n'est pas possible avec un obstacle bloquant. C'est possible de traverser un obstacle gênant, mais ça coûte un point de déplacement supplémentaire. On peut traverser une case de faille, mais ça coûte un déplacement supplémentaire et l'arrêt n'est pas possible sur une faille. Ok. La case d'eau, c'est le même cas de figure que l'obstacle gênant. On peut traverser et ça coûte un déplacement supplémentaire. Et par contre, on n'a aucun malus pour une case d'ombre, on peut y aller normalement. Après, si on veut déplacer, frôler ou longer, c'est permis tout le temps. Et puis si on prend en compte les lignes de vue, on n'a pas de ligne de vue à travers un obstacle bloquant, ouais, ça je l'ai. Est-ce qu'on a une ligne de vue à travers un obstacle gênant? À travers un obstacle gênant, qu'est-ce qu'on avait dit? Là, ils mettent c'est non valide, sauf si on est adjacent. Ah oui, c'est possible, j'ai peut-être zappé le truc. Ah ouais, alors attention, oui, oui, c'est parce que là, on a le symbole, on a l'icône du mode infiltration, alors qu'en dessous, on peut le faire parce qu'on a l'icône du mode combat. Exact. Est-ce qu'on a une ligne de vue avec une case de faille? Oui. Et une ligne de vue avec une case d'eau? Bah oui. Et même cas de figure quand on a la case d'ombre que l'obstacle gênant. Si on est en infiltration, on ne peut pas à moins d'être adjacent. Et en mode combat, on peut tout le temps. Et enfin, pour les attaques à distance, on ne traverse pas un obstacle pour une attaque à distance, ok. En mode infiltration, on ne traverse pas un obstacle gênant, mais on peut tirer à travers un obstacle gênant en donnant un bonus de 1 dé d'esquive à la figurine ciblée. Et rien ne nous empêche de faire une attaque à distance à travers des failles, au-dessus de l'eau ou dans les cases d'ombre. Là, je maintiens que tirer au travers de cases d'ombre, ça aurait pu donner un bonus ou un malus sur notre jet. Bon, après, hein, chacun fera bien comme il le voudra. Ok, alors là, c'était un sacré morceau quand même, hein, les lignes de vue. Ensuite, ensuite, on s'arrête là parce qu'on va aller sur le mode infiltration. C'est encore autre chose, ça. Ça fait combien de temps là? 1h33, la vache, et on a dû avoir 6 ou 7 pages de lecture. Mais ça fait cogiter, hein. En apprentissage de règles, on est pour moi comme sur du Gloomhaven, Nova Etas. C'est costaud. Et ISS Vanguard aussi, tiens, pour rester dans les big jeux. Si je repense à Trou de Vang Fête Forge, c'était beaucoup plus soft. Alors ça ne veut pas dire que le jeu en perd en qualité ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que accrochez-vous, ceux qui vont se lancer sur Malia, j'espère qu'ils auront été avertis avant.
Ça peut en décourager plus d'un. Déjà que le nombre de pages du bouquin en décourageait pas mal. Mais encore une fois, je le répète, hein, vu qu'il y a beaucoup d'illustrations, on peut largement enlever une vingtaine de pages sur, sur la lecture et l'apprentissage même. Ok. Bon, là, c'est un vrai ok. Il n'y a pas de souci. Ah, la vache. C'est intense hein, comme session de vidéo, je peux vous le dire. Ça, brrr, ça fait réfléchir, ça fait cogiter. Mais c'est bien, c'est toujours plaisant à faire. Alors, tant mieux, parce qu'il va rester, on doit être à la moitié là, du nombre de vidéos à réaliser, puisque on vient de parler de la phase exploration. Il va nous rester, donc, comme on l'a vu, le mode infiltration, les combats de héros, les combats vus des ennemis, et puis des éléments particuliers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, encore 5, non 4. Encore 4 vidéos. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais alors, il me faudra quelques semaines, non, non, pas quelques semaines, quelques mois avant que je me lance dans Malia, parce que le taux de préparation est énorme. Énorme, énorme. Alors déjà, peinture de figurines quand même, mais il y en a moins de 100, hein, moins de 80, il me semble. Donc ça se fait tranquille, ça. Mais moi, c'est toujours sur les phases de préparation qui m'emmènent loin, en nombre d'heures à passer. Ok, bon, eh ben, on va aller se reposer le tétio. Et puis on se dit à la prochaine pour, on a dit, ce serait la phase de, j'ai déjà oublié, infiltration. Ça va être intéressant aussi. Je veux savoir de quelle façon ils ont pensé le truc. Et le parallèle, on pourrait le faire avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice, puisque là, on était dans de la pure infiltration. Je l'ai déballé cette année, hein, il me semble, au début d'année, et c'était assez bien foutu ce qu'avait pensé Triton Noir sur ça. Ouais, c'était pas mal. Donc là, j'espère qu'on retrouvera quelque chose de très impliquant pour nous, héros. Allez, les peuples, on range tout ça. Enfin, non, on laisse déballer, mais on se range, nous. Et on se dit à très vite pour la suite. Salut, salut.